Les assises d'hiver sont terminées dans le baseball majeur et nous, on entre en ondes mercredi 20h sur les réseaux sociaux de Passion MLB, Facebook, Twitter, YouTube pour ceux qui nous écoutent en live et pour ceux qui nous écoutent en différé sur toutes les bonnes plateformes. Épisode numéro 93 du podcast de Passion MLB. Bonjour à tous et merci d'être là encore une fois avec nous cette semaine. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. À mes côtés, Sébastien Berroir. Sébastien, comment ça va? Ça va bien. Là, ça se peut que je sois un petit peu sur mon cellulaire pendant l'épisode pour deux raisons. Premièrement, parce que comme d'habitude, je ne t'écouterai pas. Ouais. Puis deuxièmement, mais ça bouge beaucoup, fait que je veux me tenir au courant. Voilà, t'es le maître derrière la console qui va nous dire s'il y a un breaking news. Puis on vous invite aussi, là, d'ailleurs, là, ceux qui nous écoutent en live, là, si jamais il y a une signature qui se fait puis vous la voyez puis que nous, on est en train de parler d'autre chose, là, venez nous réajuster juste un petit peu. Puis comme ça, au lieu de chialer sur les Mets, ben, on va aller chialer sur une autre. Sébastien, en parlant de chialer, on va faire ce qu'on fait comme d'habitude à chaque année. Là. Ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait le pre-taper cette année, puis on le repassera l'an prochain. Ça s'appelle Jacques Doucet n'a toujours pas été élu au Temple de la Renommée, puis ça n'a pas de maudit bon sens. Ça va comme suit. Les Américains ne comprennent pas à quel point ça a été un membre important de la communauté du baseball qui a créé un lexique en français du baseball. Les expos ne sont plus là. C'est beaucoup plus facile de donner ça à un Joe Buck. Je ne dis pas que Joe Buck ne mérite pas le prix Ford C. Frick et qu'il ne mérite pas d'être au Temple de la Renommée. Mais on s'entend que c'est dommage que les années passent et que Jacques Doucet soit toujours ignoré. Très, très, très dommage. D'un autre côté, très, très, très prévisible aussi. On s'en attendait malheureusement. Ah oui. C'est comme ça chaque année. À un moment donné, il va être trop tard pour Jacques Doucet. Ça va être triste. Mais c'est vers là qu'on se dirige. Puis c'est tellement dommage parce que, comme tu l'as dit, il a tellement fait pour le baseball en français. Puis c'est difficile sans avoir de lobbying, de se démarquer parmi ces noms-là, puis sans rien leur enlever, là, des Joe Buck, des John Sterling, des Dan Shulman. Mm-hmm. Mais Jacques Doucet, c'est quelque chose de complètement à part. Puis malheureusement, c'est pas reconnu jusqu'à maintenant, puis on ne s'attend pas à ce que ça le soit dans le futur. Ça va être très, très difficile. Est-ce que ça va prendre un événement particulier pour que ce soit fait? Peut-être, mais c'est difficile de se démarquer parmi ces noms-là. Puis comme tu l'as dit, Joe Buck le méritait, là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais Jacques Doucet aussi. Exact. Puis comme tu le dis, c'est qu'on ne voit pas le jour où ça va changer. Tu sais, l'an prochain, on va se replacer dans 9-10 mois quand les nominations vont être placées, ou peu importe c'est à quel moment de l'année. De mémoire, c'est au début de l'automne. Ben, Jacques Doucet va probablement encore être là. Puis probablement que les gens qui votent vont se dire la même maudite affaire. Parce qu'il n'y a rien qui va avoir changé. Dans les faits, là, il ne sera pas de retour à la description de match. Puis soudainement, les Américains ne vont pas le comprendre dans le français coloré qu'ils utilisent dans un français de baseball de Québec. Tu sais, ça ne changera pas. Ben non, ça ne changera pas. Il va falloir arriver à un moment où il n'y aura plus personne pour pouvoir élire malheureusement M. Jacques Doucet. Puis il va en avoir d'autres, des gros noms qui vont s'ajouter. Ben oui. Ces noms-là, les Joe Buck, ça s'est ajouté. Donc, à chaque année, il y a ce genre de noms-là qui s'ajoute à la liste, ce qui fait que, encore une fois, M. Doucet est relégué aux oubliettes. Très dommage, mais c'est la réalité dans laquelle on est. On est encore une fois un peu tassé de côté. Puis sans club aussi. Sans club du baseball majeur, c'est encore plus difficile d'y arriver. Oui, exactement. Tu as tout à fait raison. Sébastien, on va aller dans le bloc sur les Blue Jays de Toronto à cette heure. OK, Blue Jays, let's play baseball. Sébastien, pour la première fois en 3 semaines, en 3 épisodes, on ne parlera pas d'une signature des Blue Jays. Parce que signature, il n'y a pas eu. Les Blue Jays sont-ils en léthargie? C'est terminé. On oublie la saison 2026. Dehors. Ouais. Tout le monde dehors. Tout le monde. Hey, on met la G-Club à Montréal. Oui, et voilà, on met la clé dans la porte. Non, effectivement, c'est pas passé grand-chose cette semaine. C'est un peu surprenant dans le sens qu'on s'attendait à ce que les Jays sortent des réunions d'hiver peut-être avec un closer. Peut-être qu'il était dans les discussions pour Edwin Diaz, c'est ce qui a fuité un peu. On s'attendait peut-être même à ce que Kyle Tucker, même si ça se peut que son marché s'étire jusqu'en 2026, puisse finalement signer avec les Jays, ça ne s'est pas fait non plus.
Mais il n'y a aucune presse non plus du côté des Jays. Oui, on a vu quelques signatures pendant les réunions d'hiver, mais ça a été un petit peu plus tranquille qu'à l'habitude. Donc, les marchés se développent tranquillement, puis les Jays sont de tous les dossiers, fidèles à leur habitude. Donc, je pense que ça va aboutir à quelque chose dans les prochains jours, semaines, mais dans la dernière semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. Il y a eu la conférence de presse avec Dylan Cease. Évidemment, on ne s'attendait pas à voir Ross Atkins planter Blue Jays. On ne s'attendait pas à voir Dylan Cease planter Blue Jays. On ne s'attendait pas à voir Scott Boras planter Blue Jays parce que devine quoi? Il a besoin des Blue Jays depuis une couple d'années. Depuis que les Blue Jays ont pu le Blue Flu, là, comme il avait dit il y a quelques années, oui. Ça va assez bien pour la relation du moins entre Boras et les Blue Jays. Mais ça a été intéressant quand même de voir ces personnes-là vanter la qualité de l'organisation des Blue Jays. Puis dire à quel point j'ai l'impression que je peux débloquer mon potentiel avec Pete Walker. Puis j'ai été impressionné par ce que j'ai vu. Puis c'est un club qui s'est rendu loin. Puis tu sais, de dire que Scott Boras, dire que Toronto, c'est l'un des 5 meilleurs marchés du baseball majeur. Écoute, cette phrase-là, il ne peut pas la dire 5 autres fois, là, parce que sinon, il est un hypocrite. Fait que, tu sais, ça a été, on dirait, l'éloge des Blue Jays qui ont, pour l'instant, du moins, Sébastien, réalisé de loin la plus grande signature du marché. Il n'y a personne d'autre qui a signé à 210. Là. Non, exactement. Puis on arrivait à court par les années passées dans ce genre de signature-là. Là, c'est nous, du côté des Jays, qu'on a réussi à réaliser la plus grosse signature jusqu'à maintenant dans ce marché-là. Donc oui, les choses changent. C'est fou comment la victoire change quelque chose. L'esprit d'équipe qui a... Oui, exactement. Mais l'esprit d'équipe qui est à l'intérieur de ce club-là, les installations. On a fait des rénovations autant en Floride que dans le stade des Jays. Donc ça aussi, ça change la donne. Avant, on servait des Jays pour faire monter les enchères pour ensuite aller signer ailleurs. Là, on continue à le faire, mais il y a des joueurs qui signent à Toronto. Donc, on est en train de changer la philosophie de l'organisation puis la perception des joueurs adverses et des agents aussi. Moi, Dylan Cease, ce qui m'a marqué, c'est que ça n'a pas été... Il y a eu une guerre de surenchère, puis tout d'un coup, c'était l'équipe qui a gagné, un peu comme, mettons, ça a été le cas avec Juan Soto l'an passé. Là, c'était vraiment... on s'en doutait que c'était pas ça parce qu'il a signé très, très tôt, là, tôt pour le processus du baseball. Et Dylan Cease l'a dit, il a dit, j'ai dit à Scott, négocier avec les Blue Jays, c'est là que je veux aller très rapidement durant la saison morte. Donc, comme je te dis, c'est pas juste j'hésitais entre 2-3 équipes qui me tentaient, puis c'était Toronto, tant mieux. Non, c'est définitivement mon choix numéro 1, puis arrange-toi pour que ça fonctionne. Et qu'on n'entendait pas ça par les années passées. Hein? Pas avec des gars comme ça. Là. non, du tout. C'est un changement de discours drastique. Puis c'est tout à l'honneur de l'organisation des Jays, de l'état-major, des propriétaires qui ont fait changer le vent de côté. Puis ça revient aussi à la victoire. Quand on gagne, ça fait oublier bien des choses. On se rappelle de l'année passée, pas celle qui vient de se terminer, mais l'autre d'avant, où c'était une catastrophe. Mais du jour au lendemain, on a réussi à changer les choses. Puis là, on est en train de récolter les fruits. Donc, on parle de cette rotation-là. Un des joueurs qui va être important, c'est Shane Bieber. Shane Bieber qui a un beau potentiel. Shane Bieber qui, jusqu'aux dernières nouvelles, a un Cy Young dans sa carrière. Il n'y en a pas tant que ça, des gars qui ont un Cy Young à Toronto. Tu sais, quand il a activé son option de contrat puis qu'il n'a pas utilisé son option de sortie, on s'est dit, il aime Toronto, puis probablement, sinon il ne serait pas resté. Mais en même temps, c'est pas juste par charité chrétienne que ce gars-là a décidé de rester non plus. T'sais, la théorie qui avait été soulevée, c'est il a peur d'aller passer des tests physiques quelque part puis de les couler. Puis là, visiblement, ce qu'on apprend, c'est que durant la dernière partie de la saison, ce qui n'est pas anormal pour un gars qui revient d'un Tommy John, mais il y avait de la fatigue dans son épaule. Ça fait en sorte que là, il est week to week, donc évalué sur une base hebdomadaire présentement. Peut-être que ça peut affecter son camp. On s'attend à ce qu'il soit prêt pour le début de la saison. Ça sort un peu de nulle part, Sébastien, dans l'optique où il a lancé en série. C'est pas comme si on disait ça, mettons, de José Berrios qui a manqué la fin de la saison, qui était blessé, quoi que ce soit. Bieber a lancé, puis oui, on le reposait un peu plus. On l'a repoussé au match numéro 4 dans la série mondiale, des trucs comme ça. Mais ça demeure un gars qui a lancé jusqu'à la fin et qui a lancé vraiment sur une base régulière. Donc, petite surprise à ce niveau-là. Je n'appellerais pas ça de l'inquiétude parce qu'on est quand même juste au mois de décembre. Là. Il reste 3 mois et demi avant le début de la saison. Si c'est de la fatigue au niveau de l'épaule, c'est capable de se régler si c'est traité de la bonne façon. Surtout que les Blue Jays ne l'ont sûrement pas appris hier matin. Là, ça doit faire un petit coup qu'on le sait quand même. Mais
il y a quand même un ceci explique cela. Ah, c'est pour ça qu'il a pris son option de sortie. Parce qu'il aurait très bien pu dire aux Jays, je veux rester, mais sur les termes d'un contrat de 3 ans, 60 quelques millions, 20 fois 3, quelque chose comme ça. Il a décidé de prendre l'option très, très, très rapidement. On comprend peut-être un peu plus pourquoi. Oui, on comprend pourquoi, puis on comprend aussi pourquoi les Jays se cherchent un autre partant. On a une belle rotation en ce moment, puis on entend entre les branches que les Jays cherchent à ajouter à cette rotation-là, cherchent à ajouter un autre partant. Donc, c'est sûr et certain que ça cache quelque chose. Puis comme tu l'as si bien dit, il n'y en a pas de charité chrétienne. Ça n'existe plus, ça. Donc, c'est sûr que ça cachait quelque chose à ce moment-là. Là, on est en train de découvrir un peu c'est quoi. C'est pas nécessairement inquiétant. Par contre, ça laisse des points d'interrogation par rapport à la saison 2026, même s'il est prêt à temps, dans quelles conditions il va être, est-ce qu'il va être capable de toffer toute la saison 2026? C'est pour ça qu'on veut ajouter un autre bras dans cette rotation-là, parce que s'il fallait que Bieber ne termine pas la saison ou manque une bonne portion de cette campagne-là, puis qu'un jeune comme Trey Savage connaisse des hauts et des bas, qu'on a une autre blessure dans la rotation. Mais oui, on a beaucoup de profondeur en ce moment, mais ça va vite. Là. On l'a vu avec les Dodgers par le passé, ça va très vite. On peut se retrouver avec seulement quelques bras de qualité sur qui on peut compter dans la rotation. Donc, c'est pour ça qu'on veut ajouter présentement un autre bras dans cette rotation partante-là. Et ça explique aussi la décision de Bieber il y a quelques semaines. Ce ne sera pas une catastrophe si jamais les Blue Jays n'ajoutent pas un autre partant parce qu'on est bien nantis, mais je suis d'accord avec toi, ça peut débouler excessivement rapidement. L'exemple des Dodgers, à chaque année, là, on se dit, mon Dieu, ils vont faire 4 rotations, puis rendus en juillet, ils sont comme, bon, ça te tente-tu d'être un opener genre 3 jours de suite? Tu sais, c'est ça comme plus de bon sens. Ça va tellement vite, puis finalement, tout le monde revient en octobre, puis ils gagnent la Série mondiale pareil. Tu parlais de closer tantôt, tu sais, probablement que si on ajoute un lanceur plus d'impact, ce serait en relève. Parce que si c'est un partant, j'ai l'impression que ça va être plus un swingman, là, un gars que tu peux envoyer en longue relève ou quoi que ce soit. Mais l'objectif de sortir Jeff Hoffman de sa chaise de closer demeure quand même réalité présentement. C'est sûr que c'est un closer puis que tu as pour les 6e, 7e, 8e manches des gars comme Hoffman qui sont là, tu as Louis Varland qui sont là, tu as Yimi Garcia qui va revenir de sa blessure aussi. Tu te sens plus en confiance. Encore une fois, s'il y a des blessures, mais aussi pour ce qu'on a vu en 2025. Garcia qui s'est blessé, Hoffman qui a eu des hauts et des bas, Louis Varland qui est très, très, très utilisé, mais à un certain point, tu ne peux pas l'utiliser à tous les jours non plus sur 162 matchs. Là, tu peux le faire sur un mois, mais pas sur 6. Fait que, ça aussi, là, c'est d'aller chercher un closer. Là, il y a les noms de Suarez, il y a les noms de Fairbanks qui circulent. Je ne serais pas surpris que les Blue Jays signent un des deux. C'est primordial. C'est primordial du côté des Jays. Avec un closer de qualité, les Jays ont une bague à la Série mondiale au doigt en ce moment. Donc, on a besoin de ce closer-là chez les Jays pour passer au prochain niveau, pour finalement remporter les grands honneurs et pour remettre Jeff Hoffman dans sa chaise. C'est aussi simple que ça. Jeff Hoffman, c'est pas un mauvais releveur, mais ça doit pas être ton releveur numéro 1. Ça doit pas être lui qui termine les matchs, sauf à quelques occasions durant la saison. Et oui, ça remet Hoffman dans sa chaise, ça remet aussi les autres dans leur chaise. Ça ajoute de la profondeur à cet enclos de relève-là. Donc, ça prend. Si on doit aller chercher quelque chose dans les prochains jours, c'est un closer chez les Jays. Juste te dire que Mike Yastrzemski a signé un contrat de 2 ans, 23 millions de dollars avec les Braves d'Atlanta. Il y a une option d'équipe pour la 3e année. J'ai pas ça comme signature pour les Braves d'Atlanta. Là, ça ne cassera pas tout. Il faut que ce club-là, idéalement, ajoute peut-être un meilleur bâton, un meilleur bras, mais écoute, tu ne chiales pas sur Yastrzemski. Non, c'est sûr et certain. Puis on l'a vu, on est souvent affligé par les blessures du côté des Braves. Fait que d'avoir des joueurs comme ça qui s'ajoutent dans cet alignement-là, ça ne fera pas de tort. Puis tu sais, on ne s'enligne pas pour ramener Marcell Ozuna, ça va ouvrir le poste de frappeur de choix de plus régulièrement aussi. Donc oui, même si le champ extérieur peut avoir l'air plein, ben, tu donnes des congés à Acuna en le mettant frappeur de choix. Oups, tu viens d'ouvrir une place dans le champ, Yastrzemski. Tu sais, il y a moyen de moyenner à Atlanta. Puis Austin Riley aussi, là, souvent blessé, tu dois lui donner des journées où c'est le frappeur de choix. Là. Je suis d'accord. Matt Olson pourrait aussi en profiter, même s'il ne manque pas souvent de matchs, mais juste pour le reposer, peut-être que ça pourrait améliorer ses performances. Continuons sur les Blue Jays. Évidemment, il y a le débat qui ne meurt jamais. Kyle Tucker, Bo Bichette. Ça ne veut pas dire qu'assurément un des deux va signer à Toronto.
mais on s'entend que c'est une possibilité qu'un des deux signe avec les Blue Jays. Petite semaine à ce niveau-là en termes de rumeurs. Il n'y a pas grand-chose qui a bougé dans les deux dossiers, en fait. Non, on a entendu que Bo Bichette avait rencontré les Red Sox. C'est pas nécessairement une surprise, mais ça fait partie du processus. Ça ne veut pas dire qu'il est sorti de Toronto non plus. On sait qu'il dit publiquement qu'il veut revenir à Toronto. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Il y a juste lui qui le sait. Par contre, le processus d'autonomie va suivre son cours, puis ça risque de se terminer avec l'équipe qui va lui offrir le plus dans son cas, tout comme Kyle Tucker également. Donc, les Blue Jays sont certainement dans ces deux dossiers-là. Mais ça pourrait s'étirer, surtout dans le cas de Kyle Tucker, ça pourrait se rendre jusqu'en 2026. Donc, c'est pas parce que les Blue Jays n'ont rien fait jusqu'à maintenant qu'ils ne mettront pas la main sur un de ces deux joueurs. Les Blue Jays ont sorti Yariel Rodriguez de leur alignement de 40 joueurs. Ça laissait peut-être croire qu'il y a quelque chose qui s'en venait. Finalement, ça a été un joueur au Rule 5 Draft, là, donc le repêchage de classe 5 qui sert un peu à redistribuer le talent des joueurs qui sont coincés dans le baseball mineur. C'est pas juste pour ça, probablement, qu'on a sorti Rodriguez. Évidemment, c'était en prévention. C'était pas nécessairement parce que quelque chose était imminent. Mais c'est intéressant de voir cette mentalité-là, de dire on te doit 17 millions de dollars sur les 2-3 prochaines années. Ouais, mais t'as pas fait la job. Fait on va te sortir de l'alignement. Puis il reste quand même dans l'organisation. Il va être dans les mineurs. Il va se présenter au camp. Je m'attends à ce qu'il y ait une invitation au camp du baseball majeur pour essayer de regagner sa place. Puis s'il ne regagne pas, tu vas aller dans le 3. Oui, j'aime beaucoup cette approche-là. C'est très, très différent. Je vais prendre l'exemple des Yankees où on va garder le joueur même s'il ne fait pas le travail. On va continuer à le payer. On va continuer à vivre avec parce que c'était notre décision puis on doit protéger notre décision. Du côté des Jays, c'est tout à fait l'inverse. Le joueur ne fait pas le travail. Oui, tu as un contrat de 17 millions en poche, mais c'est pas grave. Nous, on veut gagner présentement. Fait que la meilleure décision pour nous en ce moment, c'est de se départir de tes services, même si tu restes dans l'organisation. On n'a pas besoin de toi sur l'alignement de 40 joueurs. On veut gagner. C'est à toi de prouver que tu es capable de nous aider à gagner. Puis s'il faut te payer 7 millions de dollars pour que tu lances à Buffalo, tu t'achèteras la plus belle maison de la ville puis tu iras jouer là-bas. C'est ça, exactement. Ou la louer peut-être. Je ne sais pas jusqu'à quel point il veut acheter à Buffalo, on n'est pas sûr. Non, c'est ça. Surtout que son intention, c'est sûrement pas de rester là. Je pense. Tu sais, de dire ça comme ça, de tasser Rodriguez, qui a été bon en saison. Là, à un certain point en saison, c'était un des lanceurs de confiance. Et là, à la fin de l'année, il est coupé. Donc, ça démontre, la chute, mais ça démontre la mentalité. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que ce qui est sorti dans les derniers jours, c'est que les Blue Jays ne veulent pas run it back. Ça veut dire, on va essayer de ramener tout le monde pour avoir exactement la même équipe parce que tu ne peux pas essayer d'avoir le même résultat. C'est impossible. Il y a trop de données qui changent. Les Blue Jays ne veulent pas la même équipe. Ils veulent s'améliorer. Donc, si on pense que Kyle Tucker est meilleur que Bo Bichette et que ça va permettre de s'améliorer, on va aller chercher Kyle Tucker. Si on pense que Bo Bichette est meilleur que Kyle Tucker, on va aller chercher Bo Bichette, pas pour recréer 2025, mais pour créer 2026. C'est ça la mentalité présentement. Puis ce qu'ils ont fait avec Rodriguez, à plus petite échelle, évidemment, que Bichette contre Tucker, ça demeure une preuve de cet élément-là quand même. Exactement. Puis on en a parlé dans les dernières semaines. Je ne suis vraiment pas un fan de ramener la même équipe. Ça ne fonctionne jamais. Du côté des Jays, on fait les choses de la bonne façon. On élimine, entre guillemets, ceux qui n'ont pas fait le travail, à tout de moins en fin de saison, ceux qui ne nous ont pas aidés dans notre parcours jusqu'à la fin de la Série mondiale, jusqu'à la limite. Ce n'est pas ces joueurs-là qui nous ont aidés. Donc, on s'en débarrasse, puis on va choisir ceux qui vont nous permettre de justement aller remporter ces derniers matchs-là, parce qu'on le sait que dans la prochaine saison, il va se passer tellement de choses. C'est impossible que l'équipe des Blue Jays qu'on a vue en séries éliminatoires remporte la série mondiale l'an prochain si tous les mêmes joueurs sont à la même place. Il y a 99,9% de chances que ça n'arrive pas. Donc, on fait les changements nécessaires pour que justement, ça ne se produise pas. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on a sur les Blue Jays. On va aller dans le bloc ailleurs dans la MLB et on va parler d'une autre équipe qui change la recette pour 2026. Brandon Nimmo contre Marcus Semien. D'ailleurs, j'ai toujours pas décidé qui a gagné cette transaction-là. Je pense que je me déciderai jamais. En fait, c'est ça que j'ai décidé, c'est que j'ai décidé que je me déciderai pas.
Elle va se prendre tout seul, cette décision-là. Par la force des choses. Ouais. Edwin Diaz à Los Angeles. Dans les dernières heures, on a entendu Pete Alonso chez les Lorios de Baltimore. Écoute, quand il y a eu la transaction chez les Mets pour Semien, David Stearns avait dit on juge qu'on ne peut pas ramener nécessairement ce noyau-là parce que ça n'a pas fonctionné en 2025, donc il faut apporter des changements légitimes. Là, tu te retrouves dans une situation où tu as à peu près donné le même montant à Edwin Diaz que les Dodgers, mais il n'a pas essayé d'égaler, il a juste fait comme OK, non, les Dodgers m'offrent, je m'en vais, merci, bye-bye. Tu te retrouves dans une situation où clairement, ils n'ont jamais voulu ramener Pete Alonso. Ça faisait des semaines qu'on le disait, on a le feeling que ça ne se passera pas. Et là, qu'est-ce qu'on apprend? Ils veulent lui donner un contrat de 3 ans maximum. Dès qu'on a vu ça, on a fait bonsoir, il est parti. Il n'y a aucune chance que ce gars-là signe un contrat de 3 ans dans ces conditions-là, quand son marché était beaucoup plus en santé et beaucoup plus robuste que l'année dernière quand il est revenu par défaut. Et là, il s'en va avec les Orioles. Donc, tu te retrouves avec 3 favoris de la foule. Le Nimmo, il était aimé à New York. Même s'il est moins connu ailleurs dans le baseball, c'est un joueur qui était très aimé à New York. Diaz, très aimé à New York. Alonso, l'ours polaire, excessivement aimé à New York. Et là, les 3 sont partis. Puis en ce moment, dans le Queens, ça broye. Ah, puis c'est pas terminé. Là. Je tomberais pas de ma chaise si Francisco Lindor ne débutait pas la saison avec les Mets l'an prochain. Ah ouais, hein? On connaît la situation entre Lindor et Soto. On est en train de changer complètement ce noyau-là chez les Mets. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Tu sais, souvent, on va parler en mal des Mets, là, mais ça va dépendre de la fin de leur saison morte parce qu'on le sait, on est capable de dépenser, on est capable d'aller chercher les joueurs dont on a besoin. Si on va chercher d'autres pièces qui peuvent nous aider, bien, on est en train de changer un noyau qui ne nous a jamais rien amené finalement. Donc, peut-être que ça va fonctionner l'an prochain. Par contre, comme tu viens de le dire, dans le Queens, là, ça brasse. Ça brasse parce qu'on est en train justement d'envoyer tous nos favoris ailleurs. Puis on n'amène personne présentement chez les Mets, à l'exception de Marcus Semien dans l'échange de Brendan Nimmo. Puis on l'a mentionné, on n'est pas sûr si on a gagné ou pas dans cette transaction-là. Donc, il va falloir que David Stearns s'assoie puis commence à régler des dossiers parce que ça va brasser cet hiver, ça va brasser au début de la prochaine saison aussi. Puis ce qui est fou, c'est que tu vois, toutes les rumeurs qui sortent, c'est on n'est pas nécessairement intéressé à aller long avec Framber Valdez. Je ne suis pas sûr qu'Imaï va être là. Ranger Suarez, pas nécessairement. Là, tu as Delancy qui est parti. On sait que ça prend des lanceurs dans ce club-là. Puis David Stearns, il n'aime pas donner trop d'argent trop longtemps, en fait, aux agents libres. Puis là, il n'aime pas échanger ses espoirs. Moi, je l'aime bien, David Stearns, là, mais il va falloir y dire qu'il n'est plus à Milwaukee. Là. Il a les moyens de ses ambitions. Là. Il est passé du plus petit marché au propriétaire le plus cave. Puis je dis cave dans le meilleur des sens, dans le sens où il s'en fout de perdre de l'argent. Je dis cave parce que quand il a échangé Verlander puis Scherzer, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ouais, il y a des bonnies, mais comme de l'argent différé, mais dans ma tête, cet argent-là est comme déjà payé, fait que ça me dérange pas. Puis c'est comme ouais, mais tu l'as encore dans tes poches. C'est de retenir de l'argent. Lui, il ne voit pas ça de cette façon-là. Il veut gagner. Je suis persuadé qu'il comprend le plan de Stearns, puis je suis persuadé qu'il l'accepte parce que je suis persuadé que Stearns n'a pas fait ça dans le dos de son propriétaire, puis qu'il savait où est-ce qu'il s'en allait, puis il savait c'était quoi sa limite. Je suis persuadé de tout ça. Mais comme tu dis, on l'a dit à quelques fois durant la saison morte pour plusieurs équipes, et là, c'est d'autant plus vrai pour les Mets. La suite va être hyper importante. Parce que si tu n'arrives pas à aller chercher un autre releveur de qualité, puis que tu commences avec Devin Williams comme closer, j'ai vu tes yeux, puis que tu commences avec je ne sais pas qui au premier but, avec je ne sais pas, Vientos puis Batty dans les coins, ou que tu ne signes pas un Cody Bellinger ou un Kyle Tucker ou un peu importe, puis que là, tu as des blessures, puis que Juan Soto a un mauvais début d'année, écoute, ça peut déraper tellement rapidement dans ce club-là, surtout sur la rotation. Tu vas avoir des jeunes qui poussent, mais ils ne sont pas encore prêts à être les jeunes qu'ils peuvent être. Exact. On n'a pas participé aux séries éliminatoires avec les noms que tu viens de mentionner, là, avec les Pete Alonso, avec les Brandon Nimmo, avec les Edwin Diaz en relève. Là, ces joueurs-là ne sont plus dans l'organisation, puis on n'a pas plus de lanceurs dans la rotation. Non. On a Devin Williams comme closer, qui va être une catastrophe. Là. Il est resté. Encore là aussi. Oui, tout va bien, mais Cléo s'est rendu un partant. Oui, c'est excellent.
sont bien corrects. Mais, mais ça va être une catastrophe si on ne bouge pas d'ici le début de la prochaine saison. Je m'attends à ce que les Mets bougent, mais il va falloir le faire. Cody Bellinger, si quand on a échangé Brandon Nimmo, ça devenait de plus en plus une cible pour les Mets, après ne pas avoir signé Pete Alonso, ça devient encore plus une cible pour les Mets. On n'a pas le choix d'aller chercher soit un Cody Bellinger, soit un Kyle Tucker. Puis il faut aller chercher des bras dans la rotation partante. Il faut aller chercher un closer. Il reste beaucoup de choses à adresser pour un club qui, l'an dernier, on se rappellera, là, on les voyait très loin. Là. Oui, on participe aux séries éliminatoires, mais au jour 1 de la saison, on croyait que ce club-là, qui venait de perdre contre les Dodgers, qui s'était bien battu en séries éliminatoires l'année précédente, allait au moins se rendre au même niveau, mais ça a été loin d'être le cas. Puis si on se projette en 2026, ça va être encore pire. Hey Sébastien, juste en passant, je te passe le message ici. Apparemment, tu tapes fort sur ta table là, ce soir. Désolé si ça fait du bruit dans vos oreilles. C'est ça qui arrive quand on parle des Mets, tu sais, ça nous force à... c'est ça. On s'en fâche un peu. Mais écoute, moi, là, je suis persuadé que David Stearns, là, en ce moment, là, il doit regarder Cody Bellinger et se dire « Toi, je peux pas t'échapper. » Parce que premièrement, il est moins cher que Kyle Tucker. Puis deuxièmement, tu as un trou au champ, tu as un trou au premier. Tu sais pas quels jeunes vont pousser à quel moment. Cody Bellinger, là, c'est fou la flexibilité que ce gars-là t'offre. Parce que si tu te mets à aller chercher des voltigeurs en fou, stationne-le au premier, bien correct. Puis là, si tout d'un coup, du jour au lendemain, tu trouves un bon premier but où il y en a un qui se développe, fly dans le champ. Puis là, tout d'un coup, Juan Soto devient un peu plus DH, même s'il n'aime pas ça par la force des choses, parce qu'il est juste pourri défensivement. Oups, tu peux l'envoyer dans la droite. Tu sais, tu l'as vu avec les Yankees l'an passé, à quel point ça se peut pas qu'un joueur de cette qualité-là, offensivement parlant, soit capable de dominer à 4 positions défensives comme ça. Tu sais, c'est vraiment impressionnant, puis je suis persuadé que ça, David Stearns, là, avec sa mentalité de gars qui a grandi dans l'organisation des Brewers de Milwaukee, là, je suis persuadé qu'il aime bien ça. Surtout qu'on a vu qu'il était capable de jouer à New York. Sûr et certain. Sauf que de l'autre côté, Cody Bellinger va regarder David Stearns puis il va dire « Toi, tu ne peux pas te passer de moi. » Fait que paye-moi à ma juste valeur, qui comprend justement cette polyvalence-là puis cette présence dans le rôle offensif. Fait que, tu sais, David Stearns, oui, il ne peut pas se passer de ses services, mais Cody Bellinger a le gros bout du bâton en ce moment. Puis il n'y a pas seulement les Mets qui sont dans le derby, donc sa valeur risque d'être très élevée. Puis peut-être que les Mets vont devoir surpayer pour un joueur. Tu sais, on n'a pas voulu surpayer pour un Pete Alonso, mais là, peut-être va falloir le faire pour Cody Bellinger. Mais j'ai l'impression, puis dis-moi ce que tu en penses, là, peut-être à part les Orioles par la force des choses parce qu'ils ont donné le contrat de 5 ans, mais on a appris aussi que les Red Sox, ils ne voulaient pas aller aussi haut parce qu'on a peur de la façon qu'il va vieillir. C'est le commentaire qui ressort à New York depuis longtemps. Là, on le voit de Boston aussi. On s'en doute qu'il va mal vieillir, là, un joueur de premier coussin comme ça qui n'est pas nécessairement athlétique. Le jour où il ne fera plus de circuit, là, je veux dire, ça peut devenir évidemment à plus petite échelle, mais un Albert Pujols, là, un gars que le jour où il arrête de frapper des circuits et de dominer offensivement, ça devient compliqué puis tu es un peu pogné avec son contrat. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça à New York. Puis c'est un commentaire qui revient avec lui. Puis il est à cause de son âge, mais les agents libres sont tous dans la même tranche d'âge que Pete Alonso. Mais c'est justement les qualités athlétiques. Il est beaucoup moins athlétique qu'un Cody Bellinger. Oui, Cody Bellinger, son contrat, à moins que ce soit un contrat de 12 ans, va quand même bien vieillir, dans le sens que même si son coup de bâton va probablement baisser d'année en année, mais son jeu défensif va rester le même ou presque. Il va toujours trouver une façon de se rendre utile défensivement, ce qui ne sera pas le cas de Pete Alonso. Puis un frappeur de puissance comme ça, quand ça ne fonctionne pas, c'est difficile de renverser la vapeur. Tandis que Cody Bellinger, oui, a le côté puissance, mais il est capable de placer la balle en jeu, change son approche quand il y a 2 prises. Donc, va être beaucoup plus utile à long terme pour l'équipe qui va ici. On a Matt ici qui nous demande est-ce possible un ours polaire qui se transforme en oiseau? Je la trouve intéressante. Mais il n'y a pas plus de glace à New York. Hein, fait que... non. C'était un métropolitain, puis là, il devient un loup. Oui. Mais la question aussi ici est bonne. Est-ce que ça peut devenir un Chris Davis 2.0 avec les Orioles? Puis on l'a dit justement, il est appelé à mal vieillir. Est-ce qu'il peut devenir un Chris Davis 2.0? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'il va le devenir? Je ne sais pas, mais il y a définitivement le potentiel d'avoir un contrat qui
écoute, vu que c'est 5 ans, c'est moins pire quand même. Je pense pas que dans 2 ans, il va être complètement trash. Là. Mais ça se peut que la 4e et la 5e année soient un peu plus difficiles. Si David Stearns, on peut reprocher bien des affaires, mais il n'est pas niaiseux à temps plein non plus. S'il voulait lui donner 3 ans, c'est parce qu'il prévoit que dans la 4e année va être tough. Oui, de se rendre à Chris Davis, je ne suis pas sûr, par contre. Là. Chris Davis, qui était une éolienne, là, il faisait seulement du vent. Là. C'était ridicule. Lui, si on lui mettait quelque chose pour créer de l'électricité, là, il aurait fourni Baltimore au complet. Ah oui, je suis sûr qu'ils ont trouvé un moyen de récupérer cette énergie-là. Là. Il faut le faire, parce que ça coûte cher. L'énergie aux États-Unis, c'est beaucoup plus cher qu'ici. Fait qu'il faut trouver des moyens. Chris Davis en était un excellent. Mais Pete Alonso, les dernières années vont être plus difficiles. À ce point-là, je ne crois pas. Mais c'est sûr qu'il ne maintiendra pas les chiffres qu'il a mis dans les dernières années vers la fin de sa carrière. Là. Ça, il faut rêver. Gunnar Anderson, Pete Alonso, Justin Westberg, Taylor Ward, Adley Rutschman, Jackson Holliday, Sam Basayo, Dylan Beavers et Colton Cowser. Pas beaucoup de lanceurs à Baltimore, mais si l'attaque produit à la hauteur de ce qu'on a là, puis que Tyler O'Neill, pour une raison qu'on ignore, est capable de redevenir un frappeur correct, là, attention quand tu vas aller à Baltimore parce que tu peux te faire frapper correct. Là. Et là, il n'y a pas beaucoup de trous dans cet alignement-là. Hein. Il n'y a pas beaucoup de trous. De 1 à 9 là, pour les lanceurs adverses, ça va être très, très tannant. Par contre, peux-tu me nommer la rotation partante des Orioles présentement? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est pas le fait qu'on a ajouté Pete Alonso. J'aime beaucoup le fait aussi que c'est un vétéran qui va amener cette présence-là dans un jeune vestiaire avec des jeunes joueurs qui ont connu leur part de difficultés, surtout l'année dernière. Ça prend ce genre de vétéran-là. Par contre, aux dernières nouvelles, Pete Alonso n'était pas un lanceur partant, n'était pas un releveur non plus, même si on en a ajouté du côté de Baltimore. On sait que les Orioles sont encore dans le coup pour aller chercher des lanceurs, mais si on voulait dépenser cet argent-là, je ne suis pas sûr que ça a été bien fait du côté de Baltimore. Ouais, moi, c'est une question de coût d'opportunité, dans le fond. Le 155, est-ce que tu aurais pu le mettre sur un lanceur? Probablement que si on l'a fait, on a jugé que c'était la chose à faire, mais tant mieux si les Orioles sont capables d'aller chercher, mettons, un gros lanceur des 3 qui restent, là, mettons un Suarez, un Valdez, peu importe. Puis en plus, Michael Elias a la connexion avec Houston là, pour Valdez. Là, si jamais il n'a pas peur de l'événement, il attaque ses catchers. Mais si tu es capable de te payer un bon lanceur, d'aller chercher plus de profondeur dans la rotation, tu t'es payé un Pete Alonso, tu t'es allé chercher Ward, tu es allé chercher Ryan Helsley, 2x14. On avait promis un vent de changement avec la vente des Orioles il y a quelques années. À la première semaine, il y avait eu Corbin Burns, puis après ça avait fait « Ouais, OK, on va attendre, puis on va voir ». Là, on dirait qu'on le ressent, ce vent-là. Peut-être forcé par la force des choses, par le fait qu'on a eu une mauvaise saison, puis là, on sent la pression d'essayer de passer au prochain niveau. Mais peu importe la raison, on sent que les Orioles sont sérieux. Ça commençait à sortir dans les derniers jours que c'était sérieux. Il y avait eu une grosse offre de 150. Je pense que c'était 150 qu'on avait offert aussi à Kyle Schwarber. Je crois que c'était la même offre finalement qui a été acceptée par les Phillies de Philadelphie, ou du moins vraiment pas loin. Et là, on se retourne puis on donne cet argent-là à Pete Alonso. Donc franchement, là, c'est impressionnant là, ce qui se passe du côté de Baltimore si on va se chercher des lanceurs partants. Exact. C'est là que ça va se passer. Par contre, on ne peut pas critiquer un club qui dépense de l'argent pour essayer de gagner. Il faut juste le faire de la bonne façon. Si tu vas chercher Alonso et que tu ajoutes des lanceurs, ça, c'est la bonne façon. Si tu vas chercher seulement Alonso, oui, ça va être tannant pour les lanceurs adverses. Mais c'est vraiment pas, en ce moment, un club qui est bâti pour les séries éliminatoires, puis on veut gagner. On le sait que la fenêtre des Orioles était grande ouverte. Elle s'est refermée un petit peu dans les dernières années. Il en reste encore, mais il faut profiter de cette fenêtre-là pour gagner. Présentement, on n'a pas un club de séries éliminatoires. On a un club pour se rendre, probablement, si on joue mieux que l'an dernier. Mais en séries éliminatoires, si tu n'as pas de lanceur, ça va être très, très difficile de te rendre jusqu'au bout. Par contre, ça va être tannant. Hein? Laisse l'américaine l'an prochain. Là. Ouais. Ce ne sera pas de tout repos. Il n'y aura pas beaucoup de breaks. Là. Non, ça va être une division vraiment tout cassée. C'est tant mieux. C'est le fun tant mieux, là est en forme. Donc, on s'enligne définitivement vers ça. De l'autre côté, l'autre perte des Mets, ça a été Edwin Diaz.
Edwin Diaz qui a signé un contrat avec les Dodgers. J'ai fait un peu le saut. Un peu, mais pas beaucoup. Parce que les Dodgers qui signent le meilleur releveur disponible, je peux pas dire que j'ai été étonné. Les Dodgers ont toujours été dans le coup pour Edwin Diaz. C'était la lacune du club. Ce qui m'a étonné, en fait, c'est quand on a appris que c'était 3 ans. Parce que moi, je me disais, je ne sais pas si les Dodgers vont vouloir aller jusqu'à 100. Les Dodgers, c'est plus à, on va te donner moins d'argent, moins d'années, mais plus par année. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. On s'attendait à plus que 3 ans, mais on ne s'attendait pas à 23 par année. C'est un record pour un releveur, même s'il y a un peu d'argent différé. Ça baisse le montant. Ça reste un montant record par année pour un lanceur de relève. Donc, il a réussi son objectif d'aller chercher quand même ce record-là. Et les Dodgers qui avaient, écoute, peut-être tu pourrais me dire qu'au champ extérieur, ça pourrait être meilleur, mais il y avait à peu près une lacune, c'était en relève. Et là, finalement, paf, on s'en va chercher un gars qui est le meilleur, le deuxième meilleur, le troisième meilleur releveur du baseball majeur, peu importe, un gros releveur. L'un des meilleurs. D'adresser ta principale lacune de cette façon-là, ça fait très, très Dodgers. Si les Dodgers ont réussi à remporter 2 séries mondiales consécutives, malgré leur déboire sur la butte, surtout en relève, qu'est-ce qui va arriver l'an prochain? Je ne dis pas que ça va être facile pour les Dodgers de gagner une 3e série mondiale, mais ils vont être excessivement difficiles à battre. Puis je ne crois pas qu'on a terminé. Je ne pense pas qu'on va assister à un gros coup d'éclat du côté des Dodgers, mais on n'a pas terminé notre travail. On va ajouter les quelques pièces qui nous manquent. Mais on fait... c'est beau de dépenser de l'argent, là, mais il faut la dépenser de la bonne façon. Puis du côté des Dodgers, il n'y a pas grand-chose qu'on peut leur reprocher à ce niveau-là. Il y a Matt qui nous dit ici, après le groupe des deux frères dans la chanson, voici les deux frères Diaz à Los Angeles. Alexis qui est plus avec les Dodgers, en fait, qui a fait un bref parcours, il a été DFA. Il a-tu fini la saison avec les Braves, Alexis Diaz? Je me souviens pas. Ah oui, ça se peut, oui. Mais il a fini ailleurs. Mais probablement qu'il y a une bague, parce qu'il a lancé là en cours de saison. Fait que probablement qu'il y a une bague de la Série mondiale avec les Dodgers. Mais d'ailleurs, on va faire des liens avec son frère. Il y a un journaliste de New York qui a dit qu'il y a 2 raisons qui ont fait, outre l'argent, mais je veux dire, l'argent, il aurait probablement pu l'avoir avec les Mets. Là. 2 raisons qui font en sorte qu'il a choisi les Dodgers. Un, justement, son frère a lancé là, et il était à même de lui parler de l'organisation et de dire comment ça s'est passé. Puis on raconte aussi que Edwin Diaz était un bon fan de l'entraîneur des lanceurs qui a perdu son emploi à la fin de l'année. Donc, il y avait ce sentiment-là d'attachement de moins de dire « Ah, je ne retravaillerai pas avec le coach des lanceurs que j'aimais bien ». C'est 2 éléments qui ont peut-être fait pencher la balance, un vers un départ et l'autre vers la destination en tant que telle. Oui, parce qu'on entendait qu'il y avait 50% des chances qu'il reste avec les Mets. Donc, tu sais, c'est quand même beaucoup. Là. Il y a une chance sur 2 que tu demeures avec ta formation. Puis, au final, pour 3 millions, on n'a même pas renchéri du côté de Diaz. On a voulu aller avec les Dodgers. Je pense que notre idée était faite dans le cas de Diaz. Là. C'était ça l'objectif. On a eu l'argent qu'on voulait avec une formation. Tu t'en vas avec la meilleure formation du baseball majeur, tu ne peux pas demander beaucoup mieux. Mais moi, je pense pas que c'est tant une question, parce qu'il aurait pu avoir un plus gros montant total ailleurs. Tu sais, moi, je pense que ce contrat-là, 3 x 23, il ne signe pas ailleurs qu'avec les Dodgers. Tu sais, je pense pas que ça aurait pris... Je pense que ça aurait pris, mettons, 4 fois, pas 23, là, mais mettons 4 x 20, un exemple 80 pour signer avec les Blue Jays, ou même 5 x 20 ou quelque chose. Je pense que ce 3 x 23-là n'existait qu'avec les Dodgers. Puis tu te dis, hey, dans 3 ans, si je suis encore bon, je suis capable d'aller chercher, pas le même contrat, mais je suis capable d'aller chercher un certain contrat. Puis entre-temps, tu sais quoi? Ça se peut que je sorte de là avec 3 bagues de la Série mondiale. Là, fait que c'est un attrait là, quand même aller jouer à Los Angeles. Là. Les Dodgers te disent on est les doubles champions en titre, on va continuer d'être meilleurs, viens être mon closer. Je vais y penser. Puis on t'offre un contrat record. Là. Oh, oui, certainement. Puis si on parlait que la victoire a changé la donne chez les Jays, imagine-toi ce que c'est à Los Angeles. Ben oui. C'est la place où tu peux être en ce moment. Là. Si tu n'es pas Tatsuya Imai, c'est vraiment la place où tu peux être. Jean-Daniel qui nous dit très content de l'arrivée de Diaz. Est-ce la fin de Tanner Scott? Pas du tout. Chez les Dodgers, c'est la fin de Tanner Scott, le closer, définitivement. Mais ce n'est pas la fin de Tanner Scott là-bas. Là. Le but, c'est de se dire écoute, il y a eu une mauvaise année, blessure, peu importe. Redeviens un excellent lanceur comme tu étais, puis viens mettre la table pour Edwin Diaz. Là. Fais soit ce qu'aurait été Devin Williams pour Diaz s'il avait choisi de rester avec les Mets.
Non, je pense qu'on veut construire un super enclos là-bas, là, Sébastien. Mais ça aussi, ça change la donne. Tu as un Tanner Scott qui était un excellent releveur qui a connu une mauvaise saison. Tu lui enlèves cette pression-là de revenir comme releveur numéro 1 avec les Dodgers, une équipe qui doit gagner. Là, tu le remets dans une chaise qui est beaucoup plus facile, entre guillemets, parce que non, c'est pas facile en 108e manche, mais quand même, c'est Edwin Diaz qui a la pression de terminer les matchs, ce qui laisse le temps à Tanner Scott, tout le temps voulu pour redevenir le Tanner Scott qu'il était par le passé. Donc, ça aussi, ça ajoute au fait que les Dodgers vont être encore plus solides l'an prochain. Et s'il redevient le Tanner Scott qui était par le passé, puis que tu es dans une séquence où, je ne sais pas, Edwin Diaz a lancé une manche et un tiers, une manche et 2 tiers les 2 journées d'avant, et là, tu te retrouves dans une autre position de sauvetage, tu te dis, écoute, on ne peut pas le sortir, il faut lui donner une journée de congé. Si Tanner Scott est redevenu le gars qui était, je vais te le donner, le sauvetage aujourd'hui là, contre les Mets ou contre les Mets. Non, je veux parler d'une bonne équipe dans la nationale qui peut rivaliser. Pour l'instant, c'est pas les Mets. Hey, tu penses-tu que Timmy Trumpet va falloir qu'il s'achète un chandail des Dodgers à la place? Parce que la trompette là, dans le stade des Dodgers, on va l'entendre pas mal. D'ailleurs, ça risque d'être l'entrée sur le terrain la plus cool depuis Welcome to the Jungle à Los Angeles. Oui, ça va être quelque chose. Si c'était quelque chose dans le marché de New York, ça va être quelque chose dans le marché de Los Angeles. Ça va être incroyable. Puis il va en avoir des occasions de sauvetage. Là. C'est pas, il s'en va pas avec un club qui tire toujours de l'arrière. Non, il va avoir des occasions de sauvetage. Donc, on va entendre la chanson très souvent. On va voir cette entrée-là très souvent. Ça va ajouter au spectacle. Olivier nous a posé une question tantôt que je voulais conserver pour ce bloc-là. Parler des Yankees un petit peu. C'est-tu moi où les Yankees sont trop tranquilles en ce qui concerne les mouvements de personnel, autant du côté du marché des joueurs autonomes que sur le marché des transactions? Sébastien, qu'en penses-tu? Oui, c'est tranquille. Par contre, c'est très Yankees. C'est quand il arrive quelque chose, quand Max Fried a signé, on s'en attendait pas tant que ça. Quand Jazz Chisholm a été échangé, on ne l'avait pas vu venir. Quand Juan Soto a été échangé aussi chez les Yankees, oui, on entendait des brides, mais chez les Yankees, on cache bien notre jeu. Donc, le fait que ce soit tranquille, ce n'est pas nécessairement inquiétant. Je pense qu'on est encore de plusieurs dossiers. Par contre, il va falloir qu'il se passe quelque chose à un moment ou à un autre de cette saison morte-là. Est-ce que Jazz va être échangé, tu penses? Brian Cashman a dit que c'était une possibilité. Pour moi, je ne pense pas que c'est la solution là, d'échanger un joueur de 31 circuits, 31 buts volés, qui amène une dimension que les Yankees n'ont pas ailleurs dans l'alignement. Oui, c'est un gaucher, mais par contre, trouve tes solutions ailleurs, tes autres. Pour amener un frappeur droitier, trouve tes solutions ailleurs parce que c'est pas le meilleur joueur en défensive, mais il t'amène quelque chose que les autres joueurs des Yankees ne t'amèneront pas sur un terrain. Puis je parle pas de ces déclarations ici. En effet. Hier, tu as écrit un article qui s'appelle « Il n'y a pas d'intouchable chez les Tigers ». Sous question. On s'entend que cette déclaration-là, elle ne concerne pas le 5e releveur de l'enclos, puis elle ne concerne pas le joueur de banc qui sort en position quand tu as besoin de... C'est Tarik Skubal qu'on vise. T'es sûr? T'es sûr? Je pense. En tout cas, c'est l'image que tu as utilisée. Fait que moi, je vais me fier à toi. Là. Je pense que tu as l'air de connaître ça un peu, la balle. Là. Il va-tu être échangé, le beau Tarik? Ben, on en parle à chaque semaine. Je le sais! Puis à chaque semaine, je dis qu'il ne sera pas échangé au moins avant la saison prochaine. Je suis plus tant sûr. Là. Je suis comme de moins en moins sûr que Tarik Skubal va débuter la prochaine campagne dans l'uniforme des Tigers. Il y a beaucoup de tractations en général dans le marché des transactions, mais Tarik Skubal en fait partie, puis on entend de plus en plus son nom. De voir un dirigeant qui sort et qui dit que personne n'est intouchable, qui ne croit pas ça aux intouchables, avec le meilleur lanceur du baseball majeur dans son équipe, ça veut tout dire. Ouais, on dirait qu'il n'y a pas de fumée sans feu dans le dossier. Puis moi, je réitère, puis on vient de chialer pendant je ne sais pas combien de minutes là, sur les Mets. Là. Si ce gars-là est échangé et qu'il n'est pas échangé aux Mets, Steve Cohen va tout casser. Oui, puis si Tarik Skubal s'amène à New York, les partisans des Mets vont tout oublier ce qui vient de se passer. Ça change complètement la donne. Assurément. Tu as une victoire à tous les 5 jours, c'est pas compliqué. Oui.
c'est sûr qu'il faut quand même que tu ajoutes un autre lanceur là, dans cette rotation-là, mais tu viens de le dire, tu as une victoire à tous les 5 jours avec cette formation-là. Tarik Skubal n'avait pas nécessairement une victoire à tous les 5 jours parce que les Tigers n'avaient pas l'offensive pour répondre à chaque soir. Du côté des Mets, on est capable de faire le travail offensivement. Si Tarik Skubal te donne un match d'un point, plus souvent qu'à ton tour, tu vas sortir avec la victoire. Donc, ça change complètement le visage de l'équipe qui va lui mettre la main au collet. Oui, il faudrait que ce soit les Mets, mais il n'y a rien de garanti parce que ça va coûter très cher. Puis ce n'est pas nécessairement les Mets qui ont les meilleurs assets, les meilleurs actifs à donner, des atouts à donner en retour. Il y a d'autres formations, dont les Red Sox, qui sont capables de payer beaucoup plus cher. Donc, ça reste à voir. Les Red Sox, ils vont le payer pour Ketel Marte, par exemple. J'ai l'impression là, que ça, il y a beaucoup de fumée, puis il y en a beaucoup qui disent que les Red Sox vont bouger. Il y en a qui disent qu'ils ne veulent pas attendre Alex Bregman, justement, mettre de la pression un peu. Ketel Marte à Boston, là, quand la notification va sortir d'ici une couple de jours, là, et mon Dieu que je ne serais pas étonné. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Il n'y a rien de garanti encore une fois, donc il peut se passer tellement de choses, mais oui, on dirait que tout pointe dans cette direction-là. Kyle Schwarber, chez les Phillies, dans la catégorie, je n'étais pas étonné, pantoute. Kyle Schwarber chez les Phillies. Il aurait pu aller ailleurs, genre si ça va mal dans les négociations ou quoi que ce soit, mais les Phillies n'ont jamais eu l'intention de le laisser partir. Ce gars-là était bien enraciné dans ce vestiaire-là. Il n'a jamais eu l'intention d'aller voir ailleurs. Et tu regardes là, les Reds qui ont offert moins. Tu regardes les Pirates qui ont offert moins. C'est cute, là, mais moi, tout, je suis capable de faire une offre de 120 millions parce qu'il ne prendra pas l'offre de 120 millions. Je ne l'ai pas et il ne veut pas 120 millions. Si c'était les Pirates, il fallait que tu y donnes plus que 30 par année ou une 6e année pour faire monter le montant total à plus que 150. Tu ne peux pas être en dessous parce que le bris d'égalité appartient aux Phillies. Là. Fait que là, si tu n'as pas le bris d'égalité et que tu es en dessous, tu es 2 coches en dessous. Fait que fallait que tu te ramènes une coche au-dessus pour que le bris d'égalité fasse comme « Oh, là, on a vraiment un débat, puis est-ce que je suis à l'argent ou est-ce que je choisis les Phillies? » Donc, ces offres bidons-là m'ont fait rire. Bravo aux Orioles qui ont fait une vraie offre, le même montant à Kyle Schwarber, mais encore une fois, ce n'est pas un bris d'égalité. Non, c'est ça. Puis même si Schwarber avait eu une offre un peu supérieure, peut-être qu'il serait en ce moment avec les Phillies quand même, parce que, tu sais, on s'attendait à ce qu'il revienne. Je pense que sa valeur est beaucoup plus grande à Philadelphie qu'elle peut l'être ailleurs. Les Phillies ont tellement besoin de ce gars-là. Tu sais, oui, on a besoin d'un voltigeur. Oui, on a besoin de releveurs. Mais on a besoin de Kyle Schwarber aussi dans cet alignement offensif-là. Si on avait perdu ses services, ça aurait changé complètement la donne dans le rôle offensif. Puis peut-être qu'on ne s'en serait pas remis, même si on avait ajouté un Kyle Tucker, un Cody Bellinger. C'est pas pareil. On avait besoin de Kyle Schwarber. On a complété le travail sans grande surprise finalement. On a parlé un petit peu des Dodgers, puis il y a Louis qui nous pose la question ici, est-ce qu'ils vont aller chercher Kyle Tucker? Puis la question est intéressante parce que j'ai lu un texte de The Athletic qui disait les Dodgers ont dit qu'ils n'avaient pas besoin d'un releveur, puis sont allés chercher le meilleur releveur sur le marché. Les Dodgers disent qu'ils n'ont pas besoin d'un bâton. Ils peuvent-tu aller chercher le meilleur bâton sur le marché? L'angle est intéressant. Mais là où je pense que je vais jamais complètement sortir les Dodgers de ce dossier-là parce que c'est les Dodgers. Mais je penche vers le non parce que, comme on le disait, les Dodgers aiment beaucoup offrir un plus court contrat, mais avec beaucoup, beaucoup d'argent. Un contrat plus de type NBA. Genre, on ne s'éternise pas dans le temps, mais on va te payer plus que ta juste valeur pour t'assurer que tu viennes ici. On avait proposé 160 millions de dollars sur 4 ans à Bryce Harper. Dans le temps, c'était 40. 40, là, ça a pris des années avant qu'on voit Alex Bregman signer ce genre de contrat-là. Harper, ça fait 6, 7, 8 ans déjà. Fait qu'on aime cette mentalité-là. Edwin Diaz a dit oui. Kyle Tucker ne dira pas oui à ça. Ce gars-là veut signer un long contrat, s'enraciner, merci, bonsoir. Fait que je pense pas qu'il va aller avec les Dodgers pour ces raisons-là, mais je ne serais pas complètement étonné qu'il signe avec les Dodgers. Mais ma réponse demeure non pour l'instant. Je ne mettrai pas ma maison là-dessus, là, parce que c'est les Dodgers, mais moi aussi, je ne pense pas que Kyle Tucker va se retrouver avec eux. Puis, tu sais, est-ce que les Dodgers ont vraiment besoin? Tout le monde a besoin de Kyle Tucker, là, mais je pense que les Dodgers ont une formation déjà très, très bien nantie. Si on était capable d'ajouter un voltigeur comme ça, on le ferait.
mais je ne pense pas qu'on va aller dans cette direction-là, même si le fait de remplacer Teoscar au champ extérieur, ce serait une très grande amélioration. Mais il va y avoir d'autres équipes là, qui vont lui donner beaucoup d'années, ce que Kyle Tucker recherche. Donc, je pense que les Dodgers vont sortir un petit peu par eux-mêmes de ce derby. Matt, il dit les Dodgers ont plus de chances d'aller chercher Jarren Duran chez les Red Sox que Kyle Tucker, et je suis d'accord avec lui. Moi aussi. Ouais. Sébastien, on a quelques petites questions qui sont en attente, donc allons à la période de questions. Si on remonte ici, il y a Louis qui nous demande ici, Beau Bichette, vas-tu rester avec les Blue Jays? Ça aussi, justement, on n'en a pas tant parlé dans le bloc des Blue Jays, finalement, de Beau Bichette, mais ça demeure la même réponse. Il y a des équipes qui tournent autour de lui, puis ça va finir probablement, s'il est ouvert à revenir, là, parce qu'on ne connaît pas exactement ses conditions, mais s'il est ouvert à revenir, ça va finir par être l'argent. Puis, je lis souvent là, Keegan Matheson là, qui couvre les Blue Jays pour MLB.com, puis il dit dans 98% des cas, ça revient à l'argent. Ça risque d'être ça aussi. Est-ce qu'il peut y avoir une espèce de bris d'égalité, justement, à deux offres égales? Je vais choisir Toronto, peut-être, mais en même temps, si l'autre destination est intéressante. On ne les connaît pas, ces conditions. Puis, on n'a pas eu beaucoup de réponses cette semaine. Tu sais, dans les assises d'hiver, il y a beaucoup de dossiers qui se développent. On a vu quelques grosses signatures. On a vu des marchés où c'est plus clair que jamais qu'est-ce qui va se passer. Celui de Beau Bichette n'est pas dans ce lot-là. On ne le sait pas exactement. Non, puis on n'assistera pas à une situation Aaron Judge là, où il va prendre moins d'argent pour rester avec les Blue Jays. Ça n'arrivera pas. Non. Puis dans un bris d'égalité, comme tu le disais, je ne sais même pas si Beau Bichette choisirait les Jays. On ne le sait pas. On n'en a aucune idée. Oui, exactement. Ça dépend contre qui. Ça dépend ce que les années passées ont laissé comme trace quand on s'est battu en arbitrage, quand il s'est passé certaines situations. On n'en a aucune idée ce que Beau Bichette pense, s'il désire vraiment revenir avec les Jays. Est-ce qu'il va se servir des Jays? On n'en a aucune idée. Puis il n'y a vraiment aucune tendance qui ressort de ce dossier. Question de Matt ici. D'ailleurs, Matt, si tu as sur le banc, sur le terrain, oui. On est parti. Avec un plafond salarial dans 2 ans, est-ce possible de mettre un plancher également pour mettre la pression sur les petits marchés? C'est ça le but. Si jamais il y a un plafond, j'ai des doutes, mais si jamais il y a un plafond, ça va venir avec un plancher. Il faut. C'est un qui vient pas sans l'autre. Puis il va falloir que les petits clubs, là, puis là, c'est pas seulement les petits clubs, il y a des gros clubs qui veulent un plafond, mais les petits clubs qui veulent un plafond, là, il va falloir qu'ils comprennent que ça vient avec un plancher, puis qu'il n'y aura plus de partage de revenus, puis qu'il y a certaines de ces formations-là qui ne seront pas capables de l'atteindre, ce plancher-là. Fait que c'est un pensez-y bien de vouloir instaurer un plafond dans le baseball majeur. Je ne pense pas que ça va arriver, mais si jamais ça arrive, c'est sûr et certain que ça vient avec un plancher, puis qu'il y a certaines équipes qui vont être beaucoup moins bien nantis financièrement qu'ils le sont présentement. Matt qui nous demande aussi, avec le système ABS des balles, quel aspect sera le plus avantagé? Est-ce que ça va être l'attaque ou ça va être le lanceur? J'ai hâte de voir cette dynamique-là se créer. Mais une chose que je suis sûr, par exemple, c'est que la position de receveur va perdre de l'importance. Tu sais, prends un des grands perdants de tout ça, là, Patrick Bailey à San Francisco. Oui. Lui, sa grande force, c'est défensivement. Puis là, s'il framer des balles, ça ne sert plus à grand-chose. Ben, il va perdre de sa valeur. Donc, j'ai l'impression que les receveurs sont les perdants de ça, mais qui va être le plus avantagé? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Très difficile à dire. Puis 2 autres grands perdants, on les a vus en série mondiale. Kirk et Smith, qui ont framé des balles pour des prises qui n'étaient pas vraiment proches. Donc, c'est le genre de receveur qui va perdre un petit peu de son lustre. Par contre, il faut rappeler que tu as le droit de te tromper 2 fois. Donc, les receveurs vont continuer à framer les lancers, à les encadrer. Quand ça va être serré, il y a certains frappeurs qui ne prendront pas le risque d'aller appeler, de demander la reprise vidéo. Donc, oui, les receveurs vont perdre un petit peu de leur pouvoir de décision, mais au moins, ça n'enlève pas complètement ce rôle-là d'encadrer les tirs. Je le sais que la réponse est non, puis j'espère pareil, mais je vais te la poser quand même. Est-ce que si le framing est un peu moins important,
les receveurs vont arrêter de se sacrer à genoux. Parce qu'on sait que la raison pour laquelle ils font ça, quitte à laisser passer des balles, c'est parce que ça permet de mieux cadrer des tirs. Si l'importance de cadrer des tirs est moins là, est-ce qu'ils vont finir par se lever? Comme je te dis, je le sais que la réponse est non, mais je la lance dans l'univers parce que j'espère. Là. Quand il n'y a pas de gars, c'est but, je m'en fous. Là. Assieds-toi sur tes fesses si tu veux, ça ne me dérange pas. Quand il y a un gars, c'est but, lève-toi. Pars-moi pas là-dessus, s'il te plaît. On va en avoir jusqu'à minuit à soir. Puis le pire, c'est ça, c'est que la réponse est non. Ils vont continuer à s'accroupir sur un genou avec des coureurs sur les buts en fin de 9e manche. Ça n'a aucun sens, mais ça va continuer à être le cas parce que tout d'un coup, que c'est ce lancer-là qui va faire la différence. Si on continue dans les questions ici, il y a Louis qui nous demande est-ce que les Pirates vont échanger Paul Skeens? Pas maintenant. Ça ne se fera pas cet hiver. Là. Tout le monde est très, très clair de cet avis-là. On utilise même Paul Skeens pour essayer d'attirer des agents libres en ville. Mais repose-nous la question dans un an. Pose-nous la question, puis peut-être que ça va être différent. Oui, surtout que là, on veut dépenser un petit peu d'argent. Là. On doit dépenser. Oui, on doit dépenser. Oui, c'est vrai qu'on fait des bonnes offres pour dire on était là sur Kyle Schwarber. Il y en a combien d'équipes qui ont fait des offres d'au moins 120 autres, on était là. Ben oui, ça vaut rien ton offre. C'est vrai que c'est une nuance importante. Ça vaut rien. Oui, ils ont offert zéro. Oui, mais quand même, avant, on offrait vraiment zéro. Ouais, oui. Là, on offre 120 millions. C'est la seule différence, mais non, c'est ça. On n'échangera pas Paul Skeens cet hiver, probablement pas l'an prochain non plus. Moi, c'est vraiment l'hiver prochain que je pense qu'il va se passer quelque chose. Ouais, je suis d'accord à ce niveau-là. Hey Sébastien, as-tu vu la publicité de Freddie Freeman qui se fait niaiser par les enfants de Toronto? C'était hot, ça, quand même. Oui, le bon vieux Freddie qui fait le bacon par terre, qui se fait niaiser par des enfants. C'est très, très difficile de l'haïr, Freddie Freeman, même s'il a frappé un énorme circuit contre les Yankees en Série mondiale. Contre les Blue Jays aussi. Aussi. Il a frappé contre pas mal tout le monde des beaux circuits. Oui. Mais ouais, pour ceux qui n'ont pas vu, il s'est associé à Ryan Reynolds là, pour redonner à l'hôpital pour les enfants, à Toronto pour les enfants malades. Puis dans la publicité, ben là, il apparaît à l'hôpital, puis il y a les enfants avec les casquettes des Blue Jays qui disent « Hey, t'es pas bon, on sait t'es qui, tu nous as nuit, va-t'en d'ici. » Puis là, ben lui, il se retourne, OK, ben il se retourne vers l'infirmière, « J'apprécie votre travail. » Puis elle apporte un « Let's go, Blue Jays. » C'était incroyable comme publicité, j'ai adoré ça. C'était très, très, même s'il joue pour les Dodgers, là, c'est pas le genre de gars que quelqu'un peut détester, là, facile. On va en glisser un petit mot pour Louis ici. Que pensez-vous du nouveau releveur des Blue Jays qui joue au Japon? En fait, c'est un lanceur partant, Cody Ponce, là, qui jouait en Corée, qui a été le MVP même en Corée. Ça a été confirmé par John Schneider dans les derniers jours. On s'en doutait là, parce qu'avec son contrat, mais il a été signé pour être un lanceur partant, ce gars-là. Oui, exactement. Puis on va répéter un peu ce qu'on a dit la semaine passée. Il restera à voir s'il va être capable de répéter ce qu'il a fait en Corée, parce que c'est très, très différent le niveau de jeu. C'est pas le baseball majeur. Par contre, ça ne coûte rien dans le sens que, oui, c'est quand même un gros contrat pour un joueur qui n'a pas joué dans le baseball majeur depuis 2021, mais c'est quand même une belle police d'assurance dans cette rotation partante-là. Matt, on parle de Freddie Freeman ici, il nous dit est-ce qu'il pourrait finir sa carrière d'une dernière saison avec les Blue Jays? Je serais vraiment étonné premièrement, je serais étonné qu'il parte de Los Angeles à ce point-ci. Je pense qu'il était à la maison, je pense qu'il va rester là. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un voudrait quitter Los Angeles à ce moment, mais des fois, les circonstances. Puis le pire, c'est que en lien avec la publicité, justement, Sébastien, il y a comme quelques autres petites capsules qui ont été tournées. Puis là, ben, à un certain point, les enfants, ils étaient plus méchants avec lui là, parce que c'était plus la publicité. Puis il y en a un qui a dit justement, il serait le fun que tu viennes avec les Blue Jays. Ce à quoi il a répondu, vous n'avez déjà un bon joueur de premier coussin. Puis, c'est sûr que pour un an, tu peux te dire, ben, mettons, les deux s'alternent comme frappeur de choix. Puis comme, c'est pas complètement impossible. Mais comme je te dis, il faudrait que les étoiles s'alignent en tabarouette pour que ce gars-là se dise je veux venir signer. Ou à moins d'une blessure de Vladimir Guerrero qui dit mon Dieu, son année est finie ou je ne sais pas. Mais il faudrait vraiment que les étoiles s'alignent, non seulement pour qu'il quitte les Dodgers, mais pour qu'il aille à Toronto. Je pense pas qu'il serait fermé à l'idée de jouer à Toronto dans le sens où il a envisagé cette possibilité-là il y a quelques années quand il était joueur autonome. Mais est-ce qu'il pourrait finir sa carrière? Je serais bien étonné. Les chances sont très, très minces. Je pense qu'il faudrait qu'il se passe quelque chose à Los Angeles pour qu'il finalement il quitte avant la fin de sa carrière. Là, sinon,
ne faut pas s'attendre à ça. Non, absolument. Sébastien, ça fait le tour de ce qu'on a. Donc, merci à tout le monde qui sont venus poser des questions en live sur les réseaux sociaux, mercredi 20h sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Et à ceux qui nous écoutent, évidemment, dans un format podcast un peu plus traditionnel. Puis les gens, il faut qu'ils en profitent, Sébastien, parce que là, écoute, je regarde la date, on est rendu le 12 décembre. On vous aime bien les auditeurs, là, mais on n'en fera pas le 24 non plus. Là, puis je pense pas que vous en voulez non plus le 24 décembre. Donc, c'est la semaine prochaine qui va être notre dernière de la saison dans les films. Oui, avant une petite pause, ça va être plus tranquille aussi. Dans la prochaine semaine et demie, je pense qu'il va encore se passer des choses, mais par la suite, ça va être, si on se fie aux années passées, ça va être un petit peu plus tranquille. Donc, nous aussi, ça va être un petit peu plus tranquille. On va prendre une pause. On va revenir lors de la nouvelle année. Donc, oui, il nous reste un épisode la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, 20h, soyez au rendez-vous. Et par la suite, en 2026, on ne sait pas encore exactement à quel moment on va revenir. On ne reviendra pas non plus le 31 décembre au soir. On va vous tenir au courant. Là, soyez sur nos plateformes là, sur Passion MLB, puis vous allez savoir quand est-ce que le podcast va revenir en 2026. Après, évidemment, l'épisode qui aura lieu la semaine prochaine. Donc, Sébastien, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à tout le monde encore une fois pour les questions. Nous, on se dit à la semaine prochaine.